Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, alors tu sais, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où je te parlais de ce principe de si tu es en recherche d'un lieu de vie où tu peux installer toi, ta famille ou seul, si tu es seul. Quel est l'endroit, alors je prenais la France, hein, quel était l'endroit en France qui semblait être le plus adapté selon certains critères que j'avais exposés, dans lequel je t'avais dit qu'on pouvait en mettre plusieurs. J'ai plein de retours sur cette vidéo. Et j'avais déjà prévu de toute façon une suite, tu vois, j'avais déjà prévu une suite, donc là je l'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, je suis pas sur le bon quartier. Attends, parce que je commence par la fin, commencer par le début. Je voulais faire un peu, tu vois, à travers le monde, sur le monde complet. Alors, je vais en faire aussi peut-être deux autres, parce qu'on m'a demandé en grand nombre que je fasse la même chose que la France, mais sur la Belgique. Donc, je vais le faire aussi sur la Belgique. J'ai eu pas mal de personnes qui sont en Belgique qui ont demandé de le faire. Donc ça, je le prépare. Au niveau climat, machin, etc. Voilà, je prépare ça en sachant que le pays, la Belgique, c'est assez particulier. Enfin, c'est pas un pays particulier, c'est pas ce que je veux dire. Mais au niveau linguistique, il est divisé en trois. Hein. Il y a une partie qui est flamande, avec comment te dire, tu dois savoir à mon avis, hein, qui parle hollandais, une partie francophone qui s'appelle la Wallonie, et une petite partie qui se trouve toute à l'est qui parle allemand, mais c'est une fraction. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne un petit peu. Donc voilà, c'est pas évident, si on ne maîtrise pas les langues, l'ensemble de ces deux langues-là, quand on est francophone, de pouvoir bouger comme on veut en Belgique. Enfin, ça me semble en tout cas un peu complexe. Voilà, par exemple, si tu vas aller en Flandre et qu'ils ne parlent pas le flamand, c'est un peu complexe. Ça me semble en tout cas complexe, sachant que les Flamands, de plus en plus, parlent de moins en moins français. Donc voilà, il y a une sorte de choses comme ça qui sont en place. Bref, c'est pas le sujet du jour, donc on s'en fout. On parlera de ces principes. D'ailleurs, ça prête un débat. Oh bah tiens, je fais une invitation. S'il y a parmi l'audience des gens qui sont en Belgique et qui ont envie qu'on fasse un live ensemble sur la question géopolitique de la Belgique, cette particularité, est-il possible de s'installer partout en Belgique? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, je fais vraiment un appel à qui souhaite, qui éventuellement... je connais bien le pays, mais c'est toujours intéressant, nettement mieux, à mon sens, d'avoir des personnes qui y vivent totalement et pleinement. Aujourd'hui, je vais parler de la question des expatriés. Pourquoi pas, je parlais de la France, pourquoi pas justement avoir un regard, au lieu d'avoir sur le territoire français, de l'avoir sur le monde. Se dire, éventuellement, le monde peut être aussi un lieu dans lequel on peut aller. Et alors, je te dis ça pourquoi? Parce que je trouve que aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de voyager. Je suis d'accord, pas sans conséquences environnementales, si on prend l'avion, effectivement. Bon, en général, si tu t'expatres quelque part, tu vas prendre l'avion pour y aller, éventuellement le bateau. Bon, tu n'es pas censé le faire tous les 4 matins, tu vois. Bon. Mais tu vois, dans ce regard de se dire que le monde, en fait, est à une portée de bras, quoi. En fait, tu peux faire le tour du monde assez rapidement. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de Marco Polo, où il fallait 6 mois, 1 an, si tu voulais faire, voilà, bon, traverser un continent. Mais... donc du coup, là, ce regard-là, en sachant en plus que dans les personnes qui sont souvent en relation avec moi, que ce soit des gens, des amis, que ce soit aussi vous qui m'envoyez des messages, j'ai de plus en plus de personnes qui s'expatrient de la France, qui quittent la France pour des raisons en grande partie politiques et en grande partie budgétaire, sur les taxes et compagnie. Voilà. Là, en plus, on est plein dedans, hein, avec... je ne vais pas la faire, je crois qu'il y en a plein qui doivent s'attendre un petit peu à ce que je fasse une vidéo sur les événements qui sont en train de se passer en France en rapport avec l'augmentation du prix du pétrole et le fait que beaucoup de Français sont en colère. Je pourrais éventuellement faire un sujet sur ce... Bien sûr que j'ai un avis, tu te doutes bien. J'ai un avis qui s'éloigne beaucoup. Non, en fait, qui est très en lien avec ce qu'on fait, avec nos pratiques, qu'elles soient culturelles ou autonomes. De toute façon, ça a forcément des incidences. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut aller partout où on veut dans le monde? Ou est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus à privilégier que d'autres? Bref, est-ce qu'on peut installer un projet autonome autre part qu'en France? Et est-ce qu'il n'est pas préférable, en définitive, de se barrer de la France, comme j'en vois beaucoup faire et m'envoyer, je me barre de la France, c'est fini, je me cache, je me tire, ras le cul de ce pays, etc. etc. C'est quelque chose qui est, je dirais pas, tu vois, tout le temps, j'ai des messages comme ça, mais j'en reçois beaucoup plus, enfin le triple de ce que je recevais il y a 3 ans. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, en termes de personnes qui font un retour, qui me disent, Denis,
voilà, merci pour tes vidéos, machin, sache que je quitte la France, ce que tu dis, machin, je comprends complètement, on a pris la décision, on se barre. Mais là, j'en reçois beaucoup plus, ce qui peut éventuellement traduire de quelque chose, d'une certaine réalité territoriale, qui peut, après, selon ce qu'on a envie de voir, être les prémices de, voilà, peut-être d'un tiers-monde concernant la France d'ici quelques années, ou pas du tout d'ailleurs, selon les pronostics que l'on veut faire. Comment dirais-je, je me garderai bien de faire un pronostic sur ce sujet-là. Sachant que je le redis, j'aime bien le dire, c'est pas parce que je cherche à me dédouaner, hein, c'est pas ça, c'est que j'aime bien que les choses soient claires en fait. Enfin, je crois que tu me connais maintenant, je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime que les choses soient dites et pas de faux semblants, quoi. Je ne suis pas survivaliste, quoi. C'est pas dans mes recherches, dans mes démarches, mais même si j'ai beaucoup d'affection pour ceux qui sont survivalistes, je n'ai pas de jugement par rapport aux personnes qui le sont, c'est juste que, voilà, moi, c'est pas la démarche que je prends. Mais tout n'est pas à jeter en survivaliste et tout n'est pas forcément à prendre, tu comprends, c'est comme dans plein de choses, hein, c'est comme dans la permaculture et tout n'est pas à prendre et aller, voilà, tu comprends, voilà, c'est valable pour tout en fait. Je t'ai mis une carte, alors tu vois là je vais faire, on va me prendre d'ici peu, c'est pour l'émission qui avait lieu sur, je crois que c'était la 5e à l'époque, qui s'appelait Le Dessous des cartes. Franchement, enfin bon, il faut être un peu ancien pour connaître cette émission-là, de la jeunesse, ça ne doit pas vous parler. Mais c'était une émission où tu avais un gars qui prenait des cartes du monde. C'était vachement, moi je trouvais ça vachement intéressant. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui trouvaient ça chiant en même temps. Bon, vu qu'elle y est plus, je suppose que la majorité ont trouvé ça chiant. Sinon, cette émission existerait toujours. Et malgré tout, je trouvais qu'elle apprenait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je reprends un peu cette idée, tu vois, de cette émission qui m'avait vachement plu sur justement les cartes. Et les cartes parlent en fait. Les cartes disent beaucoup de choses. Et c'est intéressant d'en regarder, d'en voir. C'est aussi très intéressant de reprendre des données statistiques et puis d'en fabriquer, d'en faire soi-même. D'accord. Bon, ça n'a pas été la démarche que j'ai faite, j'étais un peu dans la simplicité pour ce coup-là, par des raisons de temps, hein, fondamentalement. Et j'ai pris des cartes qui existaient déjà, bien entendu, certainement, comme dans toute chose, hein, c'est que les statistiques, on peut les contredire, on peut leur faire parler au contraire, à l'inverse même de ce qu'elles pourraient dire. Bref, c'est les données et les chiffres, on sait selon ce que l'on veut donner. Parce qu'on veut donner, ouais, je crois que c'est ça que je voulais dire. Voilà, les interprétations peuvent être très différentes. Là, en l'occurrence, c'est le nombre d'expatriés français qui partent vers l'étranger. Et là, tu peux te rendre compte de l'évolution en pourcentage. Alors, c'est une carte qui date, hein, celle-là date de 2010. J'en ai pas trouvé une plus récente, alors bon, voilà, j'ai pris celle-là. J'essaie à chaque fois de prendre des cartes les plus récentes possibles, mais bon, des fois, tu trouves pas, hein, comme on dit. Et tu te rends compte que le nombre de personnes qui se sont expatriées, et l'évolution que ça prend. C'est assez marrant de voir qu'en fait, y a des pays, tu te dis, ah ouais, j'aurais pas pensé que beaucoup de personnes s'expatrient. Alors, il y a toujours des raisons derrière. Si on voit un certain nombre de personnes qui vont vers tel pays, c'est peut-être qu'il y a des trucs à creuser derrière. Peut-être. Bon, après, il y a des évolutions dans les pays qui font que certains pays qui pouvaient être sûrs sont peut-être moins. On va voir ça juste après. Tu vas voir, j'ai pas mal de trucs que je t'ai préparé sur cette vidéo. Je vais faire la plus courte possible comme d'habitude. Mais non, mais elle est intéressante. C'est une question que tu te dis, pourquoi pas l'étranger c'est quand même con de rester peut-être qu'en France, ça se trouve, c'est un pays où il ne faut plus être. C'est pas possible, c'est pas impossible. Et là, on voit que effectivement, les États-Unis d'Amérique sont bien représentés en termes d'expatriation. L'Europe, la proche Europe, tu as envie de comprendre pourquoi, est aussi très mise, enfin en tout cas dans le palmarès des pays, des destinations, est quand même très prisée. Après, il y a des petites représentations très minimes de certains pays dans lesquels, bon voilà, c'est plutôt anecdotique. Mais en grande majorité, on voit que les gens vont aller en Europe, en proche Europe, donc les pays limitrophes à la France, et puis les États-Unis et aussi le Canada, ce qui d'ailleurs est logique puisqu'on a une partie qui est Québec quand même, qui est francophone. Donc c'est vrai que quand on parle français, c'est paraît plus simple, entre guillemets, d'aller dans un pays dans lequel la langue va être identique. Surtout si on ne maîtrise pas trop d'autres langues. Alors, moi j'ai une certaine chance de comprendre correctement, je ne dis pas que je suis... que je parle couramment, mais je comprends très correctement l'anglais et très correctement l'espagnol aussi. Après voilà, je pas non plus, j'en ferai pas, je suis pas littéraire non plus là-dedans. Hein. Mais voilà, j'arrive à me débrouiller dans une conversation et puis à comprendre le sens de ce qui est dit, voire même souvent à échanger dans cette langue-là.
Mais voilà, quand tu pars vers un pays étranger, genre la Russie, comme tu peux voir, là, qui n'est pas beaucoup présenté, bah, ça oblige à apprendre le russe à un moment donné, c'est pas la langue la plus simple du monde. Et quand tu pars, et là tu vois qu'en fait, il y a quand même un sacré nombre de représentations, et y compris sur le Japon, ce qui n'est pas étonnant en soi. Tu vas vite comprendre pourquoi. Là, tu te rends compte qu'il y a quand même une importance un peu plus qui est conséquente. Et là, c'est un peu différent, parce que là, on est vers l'Asie. Là, la Chine, tu vas te débrouiller en anglais. Si tu rends des petits patelins, c'est pas gagné. Et puis le chinois, c'est pas non plus la langue la plus simple à comprendre. Hein. Enfin, en tout cas, à apprendre et encore moins à lire, il va te falloir un paquet de temps. Et le japonais, la même. Hein. Voilà, on est sur les idéogrammes et compagnie, même si le japonais parle quand même de manière. Comment te dire, il parle couramment anglais, mais malgré tout, ça fait quand même la peine dans le pays. Je suis toujours comme ça, moi. Tu vois, quand je voyage vers l'étranger, j'aime bien apprendre un peu la langue du pays dans lequel je vais. Déjà par respect par les personnes qui y sont, je trouve que c'est logique de parler la langue du pays et ne pas essayer de baragouiner en sa propre langue en essayant d'inventer des mots qui ne correspondent pas. Ce qui est souvent le cas quand on est le français à l'étranger a souvent un peu cette tendance-là à se dire que le monde entier parle français et puis qu'il ne faut pas trop d'efforts. C'est un peu la tendance que j'avais quand j'allais à l'étranger, que je trouvais un peu particulière. Moi j'aimais bien, en plus c'est un plaisir, tu vois, aussi d'apprendre un peu. Alors, je ne dis pas que j'apprenais la langue complètement, toi j'étais en Roumanie, j'ai appris à me débrouiller un peu en roumain. J'étais en République tchèque, j'ai fait beaucoup de l'Europe centrale. Hein. J'ai appris aussi, bien entendu, à me débrouiller un petit peu en tchèque, bien que c'est loin d'être facile. Hein. Je t'assure que là, avec les panneaux, ça se fait fandard. Puis j'étais aussi au Chili, donc là c'était espagnol, c'était un peu plus simple. Mais bon, voilà un petit peu. Donc du coup, on se rend compte que l'Asie est un peu fréquentée, mine de rien, qu'elle est en évolution. Alors là, tu le vois en rouge, il y a de plus en plus de monde qui y va. Et c'est pas pour rien non plus. Alors c'est vrai que les personnes, dans ce que je vois, qui vont aller vers l'Asie, sont plutôt des gens qui, soit sont dans un métier très spécifique, soit vont développer carrément un projet entrepreneurial directement dans le pays. C'est-à-dire, voilà, ils vont à la source. C'est souvent des gens qui font de l'import-export, tu vois, voilà, qui vont aller directement dans ces pays-là. Et puis le Japon, c'est vrai que le Japon, c'est un pays qui est assez sympa en fait, en soi, dans lequel ça bouge beaucoup. Enfin, si tu veux, il y a toujours le côté, comment t'expliquer, exotique, voilà, tu comprends, qui, au premier abord, peut être très tentant. Tu te dis, ouais, tu vois, je vais au Japon, c'est un autre continent, tu es d'accord avec moi, c'est un truc. C'est pareil pour le Canada, tu vois, quand tu vas au Québec, enfin, je sais, moi, c'est un pays, j'adorerais aller, et je déteste le froid, hein, pour te dire. Mais voilà, quand tu parles de Montréal, quand tu parles de Québec, enfin, c'est des villes, ça fait. Enfin, tu comprends, il y a une certaine image derrière tout ça, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. Bon, il y a des pays qui font un peu moins rêver, mais pourquoi pas, tu vois, en même temps. Il y a toutes les îles, machin, il y a les îles françaises, tu vois. Rien qu'en francophonie, il y a énormément d'endroits auxquels on peut aller, dans lesquels on peut être le bienvenu, et parfois pas. Mais après, ça, ça a creusé. Enfin, en tout cas, voilà, ça, c'est ce point-là. Ça te montre un petit peu où partent les Français qui veulent s'expatrier à l'étranger, généralement. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est une excellente idée, ça veut dire que peut-être qu'il y a des similitudes qui fait que c'est plus ces pays-là qu'on va choisir. Je t'ai fait aussi alors c'est pas évident de se dire, tu vois, c'est un peu de brosser à chaque fois les choses. Se dire, ok, mais est-ce que c'est pas pour une raison de dépenses, de budget, de vie sur place? Est-ce que la vie n'est pas moins chère justement quand tu pars ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, elle n'est pas plus chère? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que le loyer, si tu prends un appartement ou une maison, est-ce qu'elle ne sera pas moins chère dans un autre pays, contrairement, tu vois, à la France? Est-ce que le travail n'est pas mieux payé? Tu comprends? C'est un peu ces questions-là aussi, hein, derrière. Faut pas être hypocrite non plus, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et là, tu te rends compte que, pas forcément, parce que tu vois bien que les pays les moins chers, tu vois, voilà, regarde là, je l'ai, États-Unis. Alors oui, il faut quand même que je te dise, la carte que je t'ai mise, c'est la carte pour voyager, pour les voyageurs. Je n'ai pas trouvé de carte qui montre la vie locale, les dépenses. Je pense qu'il faudrait choisir une analyse, j'en crée une pour ça. Donc j'ai bien un peu la carte du voyageur qui, quand même, malgré tout, quand on voyage, on doit se nourrir, puis on doit se loger, est un bon indicateur. Ça ne donnerait pas tous les éléments, mais en tout cas, ce serait un bon indicateur en termes de budget de dépenses. Et on se rend compte que les États-Unis, tu vois, il faut à peu près 13 € par jour, contrairement au Kazakhstan, où il va t'en falloir 26. Si je te prends l'Inde, tu vois, si je prenais, je pourrais prendre la Thaïlande, on est à 32, on est quand même un peu plus fort, mais Cambodge, je suis à 23, voilà, par exemple, le Cambodge, il reste assez, et l'Indonésie, tu comprends. Voilà, donc en Asie du Sud-Est, on se rend compte qu'on peut vivre avec à peu près 20 € par jour.
ce qui correspond un peu à la norme qui a été souvent dite, de ceux qui souvent s'expatrient vers l'Asie Sud-Est, où ils disent avec 20 € par jour, on arrive à bouffer. Ce qui est vrai à partir du moment où on n'est pas trop regardant sur le côté confort, j'ai envie de te dire. Voilà, il ne faut pas s'attendre à dormir dans des hôtels magnifiques ni à bouffer du corps d'étoile. Là, tu bouffes dans la rue en espérant que tes intestins supportent. Et en tout cas, avec la langue, ils supporteront, forcément. Mais bon, c'est forcément, c'est les habitudes alimentaires qui sont différentes. Nos intestins ne sont pas forcément au départ adaptés. Donc, il faut en tenir compte. Aussi. Et on se retrouve la Russie, c'est pas très cher non plus. Peut-être que ça s'explique aussi. Et par contre, voilà, l'Afrique est quand même. En fait, l'Afrique est chère. Hein, tu vois, c'est pas. Tu vois, on se rend compte. Alors, aussi la Mauritanie, mais tu prends l'Algérie, il faut pratiquement 60 €. Alors, s'il y a des Algériens, vous pouvez pas hésiter à commenter et à me dire si c'est réel ou pas tout ça. Hein. Alors, s'il y a des Marocains qui regardent, voilà, 30 € par jour, est-ce que c'est vrai ou pas toi, voilà. Tunisie, non, c'est l'Algérie quand même, 60 € par jour. Ça me paraît fort, mais c'est peut-être vrai, hein, je ne sais pas. Tu vois, voilà, l'Égypte aussi, tu vois, un petit peu. Bon, l'Afrique est quand même chère, hein, voilà. Après, tu as l'Amérique du Sud, qui, comme on l'a vu, hein, reste bon marché. Le Chili, tu vois, reste bon marché. Ça, c'est vrai, hein, je peux te le dire, pour dire la vérité. Alors, j'ai fait surtout la capitale, Santiago, mais j'ai fait aussi Valparaiso. Et Valparaiso paraissait un peu moins cher en même temps que la capitale, logique d'ailleurs, en soi. Mais c'est un pays quand même qui, tu arrives à te nourrir, à te loger pour un prix raisonnable. Donc on voit que l'Amérique du Sud reste quand même bon marché. L'Amérique centrale, tu vois, en fait, elle est très correcte. Hein, tu arrives même à des 20 €, tu vois, en Honduras. Bon, voilà. Après, bien entendu, l'Australie, c'est un peu logique qu'elle soit plus chère puisqu'on est un peu dans le même état d'esprit que les États-Unis. Même si le Canada reste quand même beaucoup plus cher. Donc tu vois, en définitive, quand on reprend ces deux cartes-là, j'essaie d'avancer un peu plus vite. Hein, que ceux qui décident d'aller au Canada, aux États-Unis, c'est pas forcément parce que voilà, c'est moins cher. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc il y a peut-être une autre raison derrière, tu comprends? Peut-être une autre raison. Mais qu'en définitive, tu vois, des pays qui sont moins chers, comme ça peut être l'Asie du Sud-Est, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça, tu comprends? Voilà. Là, ce côté-là, pas tant que ça. Et puis en définitive, tu as vu Amérique centrale avec un petit peu Amérique du Sud. Alors ouais, mais Amérique centrale, pas tant que ça, tu vois. Donc du coup. Voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement la motivation de budget? J'aurais tendance à dire non, c'est pas forcément que ça, d'accord? Ensuite, je t'ai mis une carte qui sont les cartes des pays que l'ambassade française déconseille d'aller pour des raisons essentiellement d'instabilité politique. Et là, tu te rends compte que y a des pays sur lesquels, voilà, effectivement, les pays rouges, c'est même fortement déconseillé, c'est-à-dire que si tu y vas, il y a des choses que tu ne reviennes plus. Et puis les autres, faut faire gaffe parce que t'es pas certain de, voilà. Bon, c'est ce qui est dit, tu sais. Moi, j'ai voyagé, je te dis, j'ai voyagé un peu en Amérique du Sud, j'ai voyagé surtout en Europe. En Europe, j'avais trouvé que c'était si emmerdant que ça. Quoique la Roumanie, quand j'y suis allé, c'était juste un petit peu après la chute de Ceausescu. C'était un peu tendu du cibard quand même. Hein. Il y avait des trucs, t'étais pas fier. Hein. T'avais encore la mafia locale qui était présente et des trucs qui étaient un peu chauds. Mais autrement, non, l'Europe de l'Est, je n'ai pas trouvé ça si. En même temps, voilà, tu vois, là c'était la fin. Ceausescu, tu vois, c'était je ne sais plus quelles années là. Et puis même le régime politique communiste, tu prends la Pologne par exemple, tout ça c'était déjà. Enfin, le mur de Berlin était déjà tombé, tu comprends, tout ça c'était déjà un peu fini. Donc je ne parle pas des années qui sont avant le mur de Berlin où effectivement il pouvait y avoir éventuellement quelques particularités. Donc voilà, on se rend compte que l'Afrique, effectivement, en grande globalité, est un pays infréquentable. En grande globalité, bon, voilà, pas forcément le Sud, bref. Hein. Mais que toute cette partie du croissant arabe aussi, d'ailleurs, que la partie centrale de l'Amérique, elle est déconseillée aussi, et une bonne partie aussi de tous les pays, genre Kazakhstan, Kyrgyzstan et tous ces trucs-là. Et une petite partie de l'Asie Sud-Est, voilà. Tout le reste, tu peux y aller tranquille. En fait, c'est tout ce qui est au nord. Alors c'est con parce que tu te dis, merde, hein, si tu aimes le soleil comme moi, tu te dis, mais moi je serais plutôt tendance à aller près de l'équateur, voire même, tu vois, bien, quoi. Et en fait, c'est les pays les moins fréquentables. Si tu te tiens à ce qui est dit sur cette carte, après, à vérifier dans les faits, encore une fois, tu sais, il y a ce qui est dit, puis il y a sur place. Hein, quand j'en dis, surtout dans ce pays-là, je me suis fait dévaliser. C'est les on-dit des voyageurs, j'appelle ça moi, les on-dit des voyageurs. Ne va pas là, on se fait dévaliser, il y a un toi tu vas, il ne se passe rien.
Enfin, ça dépend, encore une fois, je te dis, hein, mais c'est vrai ce que je raconte là. Ça dépend en quelle ambiance tu voyages, en quelle ambiance tu vas vers à la rencontre des habitants de ce pays. Si tu vas avec un peu d'a priori en te disant, dans ce pays-là, mais je sais que c'est tous des sales voleurs, que je vais faire dépouiller, que je vais faire des... Tu vois, il y a de très fortes chances, effectivement, que tu fasses dépouiller. Ça se marque sur ta tête, toi, limite. Tu es en train de t'envoies un signal tellement fort que me dépouillez pas, que la première chose que les mecs locaux ont envie de te faire, c'est de te dépouiller. C'est inévitable. Je te dis, c'est vraiment l'ambiance. Et puis si on y va aussi dans un principe de supériorité, du genre, moi, en tant qu'Européen, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est que la vie, c'est logique aussi que tu arrives des crasses. Je dis ça parce que pour avoir voyagé, je me suis rendu compte que parfois, le français, certains, avaient un peu cette tendance-là de supériorité. Quand ils vont à l'étranger, ils n'ont pas d'être... mais c'est surtout pour ceux qui sont... je ne voyais pas ça dans les routes, en fait. Moi, j'étais sous routes. Dans ceux qui vont chez l'habitant, moi j'ai souvent fait ça, j'ai très souvent fait ça. J'allais carrément chez l'habitant, un voile sec, et on allait chez l'habitant, voilà, et puis on était avec eux, puis on bougeait avec eux, et puis etc. Tu vois. Je trouve que c'est ça, l'intérêt du voyage, pour moi, il est là. Après, aller dans un grand hôtel, avec des gens qui te servent toute la journée, et qui sont payés avec des pots de chagrin, c'est pas trop dans mon délire. Mais après, j'entends qu'il y en a qui apprécient, hein, mais c'est pas trop dans mon délire. Et c'est vrai que, pour l'avoir vécu, je trouve que pour certains voyageurs français, manquait un peu de respect, à mon sens. Donc c'est un petit peu logique. Après, tu comprends quand on revient vers le pays, qu'on se dit, ce pays-là n'y va pas, parce que j'ai mal été accueilli, j'ai mal été ceci. Ah, il faut voir dans quelle ambiance on y va. Bref, ceci étant dit, donc c'est pour ça que je te dis, voilà, après ça vérifier sur place, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux pour ceux qui y vont. Là, tu vois, par exemple, le Chili, on dit vigilance renforcée. Ouais, mais non. Je vais te dire pourquoi, parce que, ouais, mais non, en fait, pas du tout, parce que quand tu es comme moi, tu vois, assez blanc de peau, on te confine. Bref, pour te faire simple, ils aiment pas le ricain. L'américain, c'est laisse tomber, quoi. Tu vois, c'est le mec à abattre. Je te schématise un peu, mais c'est ça. Et en définitive, si tu veux, un Français, il vient pas là. Enfin, tu comprends. C'est pour eux, c'est wow, tu vois. Enfin, c'est comme nous, tu vois. On dit l'Amérique du Sud, ça nous paraît exotique, le machin. Bah, eux, c'est pareil. Hein, la France, c'est un truc, laisse tomber, quoi. C'est le vieux continent. Enfin, c'est un truc de fou, le mec qui est français. Enfin, tu comprends quand on te voit à la rue, pour les mecs, t'es un Américain, quoi. T'es pas, enfin voilà, t'es pas un Français. Donc les choses, enfin toi, quand j'étais hébergé dans une famille, en l'occurrence c'était celle de mon ex-femme, et où les gars étaient là, machin, toi, reggaeton à fond, les gars ils vont y arriver, tout de suite tu voyais le blocage qui se faisait, et les mecs disaient ah il est français, alors, tu sentais ça débloquait direct, ils disaient ah ok les français, il est pas américain, ah, ok. Enfin tu voyais bien qu'il y avait ce qui est légitime, hein, une certaine barrière entre l'Américain et le Chilien, ce qui peut complètement s'entendre vu l'histoire. Mais c'est plus ça, tu vois. Donc après, je dirais que c'est peut-être il faut te balader avec un drapeau français sur le t-shirt, j'en sais rien. Enfin, bon. Mais j'ai pas vu, si tu veux, je me suis pas senti en danger au Chili. Voilà, on me disait ah bah d'accord. T'es un gringos, mais bon voilà, mais gringos français passe mieux que le gringos américain en tout cas. Sache-le si tu veux y aller. Ensuite, je te donne quelques infos. Je suis sans filtre. Hein. Tu connais, hein. Moi c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours sans filtre. Ce que les autres ne disent pas ou disent tout bas, moi je ne sais pas pourquoi, je suis quelqu'un comme ça, moi j'aime bien mettre les pieds en plat, et surtout quand ça coince un peu, tu vois, quand les gens hésitent à le faire parce que ça coince, j'aime bien. Il n'y a pas de raison, à un moment donné il faut parler des choses, il ne faut pas en avoir honte, ni en avoir peur, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Bref. Sécurité, santé, qualité de vie à travers le monde, et on se rend compte, alors c'est un peu une deuxième lecture de cette carte qu'on a vue tout à l'heure, qui reprend grosso modo à peu près les mêmes choses et qui démontre en définitive que l'Europe est la région du monde la plus sûre. Ce qui n'est pas complètement faux en définitive quand on y vit, et c'est vrai que pour avoir pas mal voyagé en Europe, y compris en Angleterre, que j'ai fait d'ailleurs du sud au nord, j'ai pas fait la Scandinavie, j'ai pas osé, si tu veux. Non pas que le pays m'attirait pas, c'est le côté, la température si tu préfères. Voilà. Mais c'est super beau, il faudra à un moment donné que j'aille y faire un tour, mais certainement en plein été, par forte canicule. Et voilà. Et le Portugal, tu vois bien, voilà. Regarde, Portugal est un pays des plus sûrs. Alors là, on se rend compte que la France
est pas si, tu vois. Alors on se dit, ouais, la France, un pays sûr, bah. Non, tu vois, c'est dans le vert foncé. Hein. L'Australie est un pays sûr. Et l'Europe de l'Est, tu vois, comme je disais tout à l'heure, effectivement, est un pays sûr aussi au niveau des index. Après, tu as les pays les moins. Voilà, les moins fiables, quelque part, en termes de sécurité. Bon, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, bien que tu as une petite différence. Tout à l'heure, on voyait, pour une partie de la Russie où ça craint. Alors, par ici, là, dans ce coin-là, je ne comprends pas pourquoi, parce que je crois qu'à part des caribous ou des. Je ne sais même pas ça qui est. Enfin, c'est des peuples natifs qui sont là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a. À mon avis, c'est le froid, bon, je pense. Je suppose. C'est les moins 50 qu'il faut supporter. Mais bon, voilà, toi, comme quoi la France n'est pas. Voilà, la France, elle est aussi sûre que l'Afrique du Sud, hein, d'accord. Voilà, ça donne à peu près une idée. Et qu'effectivement, l'Islande est vachement plus sûre à partir du moment où tu supportes les moins 60 et la banquise. Mais voilà, l'Europe de l'Est, qui était, il y a à peu près 20 ans, qui était la région du monde la moins. Enfin, c'est celle où on disait toujours, faut pas aller là, machin, c'est les communistes, c'est les machins, tu vas se faire tuer, enfin. C'est parler du goulag, enfin, tout le monde sentait un peu ce délire-là. Bon, en fait, tu vois, ça s'est inversé, comme quoi, tu vois. Et le Portugal est un endroit, je vais finir là-dessus, tu verras. Je vais t'en parler de ça. Est un endroit quand même qui est assez sécuritaire. Et le Canada en globalité, ce qui est un peu logique, j'ai envie de te dire. L'Uruguay, si on se dit, tiens, Amérique du Sud, elle n'est pas, tu vois, comme quoi l'Uruguay, Argentine, Chili, tu vois, est quand même assez égal. C'est un peu différent de la carte qu'on avait tout à l'heure, mine de rien, mais voilà, tu vois, voilà, ça c'est des facteurs à prendre en compte qui ne sont pas inintéressants. J'avance un peu plus vite. Et donc du coup, après on peut se dire, alors ok, on voit bien qu'au niveau sécurité, en fait, ça s'explique. Quand on regardait la première carte de l'expatriation et qu'on voyait les pays dans lesquels les gens vont, majoritairement, on se rend compte que, c'est pas pour l'argent, mais qu'effectivement, c'est pour la sécurité. Et ouais, parce que ça se lit, tu vois, les choses se lisent, nickel. On correspond. Et le Japon, tout à l'heure, tu as vu, paf, pareil, tu vois, qui est en vert bien comme il faut. Et une partie, là, je crois que c'était, ici, c'est Cambodge, machin, qui est aussi dans le même principe. Donc, du coup, ce serait plus, à mon avis, pour des questions de sécurité dans le pays et de sentiment d'insécurité. Comme quoi. Je t'ai mis quand même la carte des taxes et. Des taxes dans le pays, qui seraient peut-être plus précisément des entrepreneurs que personnes qui sont salariés, mais quoique, qui montrent un petit peu quels sont les paradis fiscaux. Tu te rends compte que toutes les petites îles sont assez sympathiques, comme Panama, machin, Grenade et compagnie. Tu peux y rentrer ton argent sans aucun souci, tu ne seras pas beaucoup taxé, par contre c'est toujours compliqué de le ressortir. Et il y a même des échanges bancaires qui ne peuvent pas se faire à certains endroits, c'est-à-dire que si une entreprise te fait payer par carte bleue, par exemple, il y a des pays, il y a des établissements bancaires qui n'accepteront pas que tu aies un compte bancaire dans ces paradis fiscaux. Après, c'est à regarder. Je t'ai pas fait la carte des endroits dans lesquels quelles sont les charges entrepreneuriales les moins chères au monde. Sache que tous les pays ne se valent pas. Et que clairement la France est parmi les pays au monde où la taxation entreprise est la plus chère. Voilà. Et qu'il y a des pays qui sont très très proches de la France où concrètement c'est assez bon marché. Cette carte-là te l'exprime bien, t'exprime même très très bien par rapport, j'ai envie de te dire, au pourcentage. Donc tu te rends compte que les Pays-Bas sont les destinations favoris des entreprises, pas que françaises, mais des entreprises qui se disent on va défiscaliser et arrêter de payer des impôts dans un pays qui nous suce tout. On se rend compte que les Pays-Bas sont bien placés et le Luxembourg est bien placé, et là je peux dire que c'est vrai, je peux te le dire, pour avoir étudié la question, le Luxembourg est très bien placé. La Belgique, c'est vrai qu'elle paraissait, en termes de vue de la France, le pays de la fiscalité, je pense que c'était dû à notre rocker préféré, regretté, Johnny Hallyday, qui s'est exilé, là on l'avait dit, ce paradis fiscal. En fait, pour connaître un peu la Belgique, je trouve que dans certains points, la France est même moins chère que la Belgique, dans certains points. Et que clairement, je ne trouve pas du tout qu'au niveau fiscal, quand tu n'es pas sur un très haut salaire ou des très hauts revenus, je suis désolé, la Belgique pour moi n'est pas c'est même le contraire, tu vois. Voilà, je trouve que même elle peut être même plus chère. Genre l'alimentaire, pour moi, est plus cher en Belgique qu'en France, tu vois, rien que pour te donner cette info-là. Je trouve que l'achat, le bâti
l'immobilier, pour moi, reste quand même très cher en Belgique par rapport à la France. Par certaines régions de France, hein, je parle bien entendu. C'est vrai que si tu te cales sur le Nord-Pas-de-Calais, bon, là, tu es dans les prix quasi équivalents, voire même dans certains points très limitrophes de la frontière, sur les frontaliers, même la France, même plus cher que la Belgique d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc non, tu vois, la Belgique n'est plus forcément le paradis fiscal que, voilà, on disait, ouais, quand tu disais, chez moi, en Belgique, on disait, ouais, parce que tu veux payer moins d'impôts. Quand je vois les impôts qu'ils payent en Belgique, je suis flippé. Hein. Ils ont encore la taxe auto qu'en France, on ne l'a plus. Il y a des choses comme ça, tu vois, qui sont encore de cours en Belgique. Voilà, là, en France, on ne paye plus. Donc quand on est là toujours à râler en France, disant qu'on paye trop d'impôts, la Belgique peut aussi râler un peu même plus fort que nous, tu vois. Sur certains points, on peut dire qu'ils auraient largement de quoi râler par rapport à nous. Mais la Suisse, tu vois, n'est pas en reste. Mine de rien, toujours là à dire le paradis fiscal, c'est la Suisse, bah pas tant que ça. Hein. La Suisse aujourd'hui, en termes de placement, machin, c'est pas... ils prennent plus n'importe qui, n'importe comment, c'est plus trop ça, tu vois. Là, on n'est pas en Honduras, tu vois, où tu peux aller balancer ton argent gagné de manière frauduleuse. Là, en Suisse, c'est un peu foutu maintenant, tu ne peux plus le faire, même si ça fut le cas. Hong Kong reste la destination favorite des entreprises, c'est vrai. Clairement, il y a une fiscalité qui est, j'ai envie de te dire, qui est facilitée pour les Européens. Et les bureaux de création d'entreprise qui sont dans ce pays font tout pour faciliter l'inscription au sein même de Hong Kong, jusqu'à des traducteurs, toi, qui sont présents sur place, etc. Donc, il y a une certaine, tu vois, voilà, quand on voit en France qu'on fait tout pour rejeter l'entrepreneur dehors, bah, il y a des pays où ils font tout pour l'attirer, tu vois, un petit peu. Ça, c'est je ne sais pas si c'est marrant d'ailleurs. Bref. Quand on sait que l'entrepreneuriat en France, majoritairement, ce sont des micro-entreprises et des petits entrepreneurs, ce sont déjà en fait des artisans, et que c'est eux qu'on jette et qu'on accueille les multinationales qui, elles, ne font aucun bénéfice, enfin, qui ne participent pas, si tu veux, à la vie du pays, c'est eux qu'on va attirer sur le territoire, et ceux qui, justement, participent à la vie du pays, on va les jeter. Parce qu'il y a un délire, à mon sens, là je fais de la politique, hein, je suis navré, il y a un délire dans ce sens-là, c'est l'entrepreneuriat, le petit entrepreneuriat qu'il faut absolument favoriser en France, pour garder des artisans, pour garder des boulangers, pour garder... tu comprends, voilà, tous ces artisanats qui fait la force d'un pays, eux, on s'arrange pour qu'ils dégagent, en fait, hein, tu vois, et on va aller attirer les grandes chaînes, les grands machins, tu vois, voilà, qui de toute façon, une fiscalité qui, justement, quand tu regardes leur comptabilité, ils vont aller la placer tout au Luxembourg, ils vont malgré tout avoir des entreprises en France, hein, on prend un exemple Ikea, tu vois, pour pas les nommer, mais on va les faciliter, tu vois, puis bon, le petit gars qui se dit, moi je vais me mettre en tant que plombier, tu vois, chauffagiste, lui on va le faire chier, monumental. Bref, hein, on a bien compris le principe, comment il était. Mais voilà, c'est juste pour te montrer qu'en fait c'est pas une légende, hein, effectivement, un entrepreneur, de plus en plus, cherche à se barrer, quoi, et puis à monter l'entreprise ailleurs, même si à un moment donné, ils continuent à bosser en France, ou dans des pays limitrophes, ou qui sont sans frontières, ça veut dire en fait qu'ils sont dans un pays, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, les entrepreneurs, les web nomades, les entrepreneurs nomades, enfin un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, quel est le terme exact. Les îles Caïmans, tu vois, sont toujours... Au top, l'Autriche, je ne savais pas, mais tu vois comme quoi, voilà. Puis l'Asie du Sud-Est, pas tant que ça en fait. C'est assez complexe, de créer une entreprise dans ces pays-là. Après, c'est de la langue, tu comprends, après, c'est des choses qui sont un peu délirantes. Par contre, je te donne l'info, en Europe, les pays qui sont proches de la France, et de là, plutôt l'Europe de l'Est, tu vois, proche de la France, tels que la Roumanie, tu vois, la Hongrie, par exemple, etc. Voilà, des pays comme ça sont très intéressants au niveau fiscalement pour les entreprises. Voilà. Et puis, je t'ai mis la carte des coûts les plus élevés à ceux qui sont le moins élevés dans un pays même. Là, on se rend compte que les États-Unis, le Canada, la France, l'Australie restent comme des pays assez chers. Les pays justement où ils étaient un peu en rouge, genre sécurité machin, sont ceux qui sont quand même parmi les moins chers. Donc en gros, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu ne veux pas dépenser beaucoup d'argent, les pays dans lesquels tu risques de t'y laisser la peau, ceux où la sécurité est top niveau et puis tu sais qu'il y a peu de chances que tu te fasses démolir. C'est ceux où il y a de fortes chances que tu retrouves les mêmes problématiques. Si c'était les raisons financières qui te font partir du pays, je parle. Que ça ne change pas grand-chose
à la fin. Du coup, ça te donne à peu près l'idée. Après, je te dis, je ne vais pas la refaire, hein, mais encore faut-il aller vérifier réellement si les données, genre insécurité dans le pays, sont vraiment réelles ou si c'est juste pour, voilà. Si c'est toi avec un sac à dos et puis des classes de randonnée, est-ce que concrètement tu es en danger ou pas, tu vois, voilà. Est-ce que c'est juste le mec qui est en costard sache caisse qui y est? Tu comprends un peu la grande nuance, hein. Même si je caricature à mort, mais c'est dans l'objectif de voir un peu les différentes images. Ensuite, j'avais fini, celle-là devait pas être là, devait être de l'autre côté, bon c'est pas grave, allez, sur la fiscalité des entrepreneurs qui veulent créer des comptes bancaires et entreprises dans un pays. Tu as les différents accords qui ont été faits. Ceux qui sont en rouge, il n'y a pas d'accord. Donc ça veut dire que quand tu crées une entreprise, c'est un peu bordel si tu veux à un moment donné sortir l'argent du pays. Malte étant la destination favorite des personnes qui veulent les fiscaliser. Je te file l'info. Bien que aujourd'hui, il y a Malte et il y a aussi, je retrouve le nom, c'est la Biélorussie, pas tout ce qui est autour de la Biélorussie. Qui est aussi une destination favorite des personnes qui ne veulent plus payer le taxe. En tout cas, très peu. Après, faut-il y aller et puis pouvoir continuer son entreprise dans des pays qui ne sont plus francophones. En tout cas, toi, ça te donne un petit éclairage. Je t'ai brossé la partie. Alors, j'aurais pu. Il y a un point qui manque là-dedans, parce que tu vas me le dire, et c'est pas pour rien, parce que je n'ai pas trouvé d'infos. J'ai pas trouvé les infos que je cherchais. Il y en avait, mais ça tournait autour, mais c'était pas celle que je cherchais. C'est en la prise en charge et la condition de la santé. Parce que tu vois, là, on a vu quoi? On a vu, est-ce que fondamentalement, quels sont les pays les moins... Et encore, il faudrait mettre un vrai critère là-dessus, tu vois. Alors, si je prends le critère parano, tu vois, c'est quels sont les pays les moins dans lesquels je risque de... Voilà, dans la rue, je ne vais pas être embêté, voilà, si je me mets en mode parano. Bien que je te dis clairement, c'est à vérifier. Il y a des pays, oui, je suis d'accord, mais clairement, c'est pas pour rien que les mecs qui reviennent par avion. Il y en a d'autres, bref, hein, bon. Donc en mode parano, on a bien vu qu'il y avait des pays effectivement qui sont plus fréquentés que d'autres pour ces raisons-là, là on l'a bien compris. Quels sont les pays les moins chers? On l'a vu aussi, enfin, qui semblent être bon marché, c'est-à-dire que toi si tu arrives, si tu es retraité par exemple, et que tu es encore payé en euros, et puis que tu rends ces pays-là, du coup, en toute logique, ta petite retraite de français devrait être une grosse retraite à l'étranger. Encore faut-il derrière que ça t'assurer de différents points qui souvent ne pas s'en cacher. Genre voilà, si tu es expat, tu as un de pays, ça peut être un peu plus galère pour certains points comme le logement, certaines taxes qui peuvent apparaître. Il y a un point que je n'ai pas parlé, c'est le point de la santé. Ça veut dire que si tu tombes malade, si tu as un accident, quelles sont les prises en charge et comment ça se passe. Et alors là, si tu as une mutuelle française avec une extension internationale, avec une prise en charge internationale, tu auras les mêmes, les mêmes remboursements qu'en France. Maintenant, la nuance est qu'il y a des pays où concrètement, les hôpitaux, tu ne rentres pas dedans quand tu as peur. Enfin, si tu es habitué, tu vois, au modernisme des hôpitaux, rien qu'en France, tu vois, voilà, je prends juste ça. Il y a des pays où tu rentres dedans, tu vas sortir tout de suite, hein. Même si tu es en train d'agoniser, tu vas te dire, je ne vais pas opérer là-dedans. Hein. Wow. Tu flippes, hein. Tu te demandes si c'est pas l'abattoir qu'ils ont transformé en hôpital. Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est un peu chaud. Il y a d'autres pays où effectivement, tu vois, les compétences de santé ne sont pas forcément encore là. Tu vois, il y a encore du boulot. Donc la question santé est quand même assez importante, parce que si tu n'as rien, que tu es nickel, tout se passe bien, tant mieux. Il y a des endroits où tu as contracté une maladie, genre, je donne le mot qui fait peur, genre un cancer. Est-ce que, se faire soigner son cancer à Panama a autant de chances de guérison que si tu te fais soigner ce même cancer, je ne sais pas, un hôpital parisien par exemple. Tu vois. Pour donner un exemple, si tu es au fin fond du Kazakhstan, est-ce que tes chances de survie sont identiques? Tu comprends un petit peu. C'est ces questions-là, en fait, qu'il va falloir aussi regarder pour toi, pour tes gamins. Genre, tu te casses le bras, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, est-ce que tu as une vraie prise en charge ou est-ce qu'on te fait, avec 3 bambous, une ligature? Enfin, tu comprends un peu, je caricature, hein, mais mine de rien, c'est important aussi. Et après, si tu te mets dans le pays même, est-ce que concrètement, dans le pays, est-ce qu'il y a une prise en charge qui est faite pour toi? Ou est-ce que tu seras obligé de passer par une prise en charge privée? Et là, pour le coup,
les fameux avantages que l'on pourrait trouver dans un pays qui serait défiscalisé ou éventuellement qui aurait, j'ai envie de te dire, un train de vie nettement plus bas, peut se relever, être en fait équivalent au pays où tu étais avant. Bien entendu, j'ai pas pu te faire d'éléments sur comment est accueilli un projet autonome à l'étranger, parce que là, ça dépend de tellement de paramètres que c'est chaud à savoir. C'est des points. Si tu veux, pour moi, voilà, dans le même principe qu'on a vu la France, quels sont les points à regarder en premier lieu. Tu vois, voilà, c'est ce que je t'ai montré là. Après, il faut bien sûr regarder, est-ce que, bah, par exemple, si ton idée c'est de vivre dans une yourte, est-ce que ce pays-là accepte ce type de projet? Là, après, il faut aller regarder au niveau de l'urbanisme du pays, tu comprends. Et voilà, bon, clairement, si tu vas dans les plaines de Mongolie, il y a de fortes chances que ta yourte soit acceptée. Bon, après, si ton idée c'est d'aller à Los Angeles, je ne sais pas. Après, à voir si. Voilà. Ou à New York, est-ce que clairement c'est apprécié ou pas? Mais j'en sais rien. Tu vois, ça se trouve oui, ça se trouve pas. Tu comprends? Au Chili, c'est assez facile de mettre sa maison, de construire sa maison. J'ai compris dans ce qu'on m'a expliqué que c'était pas chose très complexe en fait. Tu vois. Puis que l'autoconstruction est, j'ai envie de te dire, enfin construire sa propre maison est quelque chose d'assez commun. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font la maison eux-mêmes. Et on est sur des habitats qui sont très différents de ce qu'on connaît nous en France. Il ne faut pas retrouver la même chose. C'est pas forcément sommaire, mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez artisanal, voilà, dans la construction. Il y a même des endroits où tu peux prendre des planches de bois, tu te fais une cabane, et puis on vient pas se faire chier, tu vois, un petit peu. Là, si tu vas vraiment plus dans le sud du pays, tu vois, bon. Alors, bah, tu as des étendues de bocage tant que tu en veux. Tu as la pampa à perte de vue. Si tu fous une cabane au milieu, enfin, il n'y a personne qui vient te faire chier et te dire non, tu pourras te mettre là. Il n'y a personne qui vient de toute façon. Donc, tu comprends un petit peu. Donc ça peut être sympa aussi, tu vois. Après, au plein milieu de la pampa, si tu arrives à une grosse crasse, je ne sais pas comment tu t'en sors. Là, ça peut être un peu délicat, c'est à regarder. Mais la question santé, tu vois, est vraiment à ne pas prendre à la légère. Même si on est jeune et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui. Enfin, là, ça va, quoi. Je suis en bonne santé, tout se passe bien, machin. Après, on prend tous de l'âge. Hein. Et quand tu testes pas dans un pays, c'est pas pour 2 ans. Surtout si à un moment donné, tu y vas et tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, puis tu fais des gosses, tu comprends bien que. Enfin, les gosses, tu vas pas t'amuser. S'ils sont nés dans le pays en question, bah, de les redéplacer pour aller dans celui où tu étais à la base. Tu vois, là, les pauvres gosses, quoi, ils n'ont rien demandé, tu vois. En même temps, je sais pas que toi, tu t'es pas renseigné toutes les infos. Enfin bref, si tu veux, c'est un sujet, on pourra en parler des heures et des heures. Je t'ai fait un tour d'horizon de plein de critères. Peut-être qu'il y en a dans ce que je t'ai posé qui ne rentrent pas pourtant en ligne de compte, ce serait logique. Bon, voilà, je voulais mettre un maximum d'infos sur cette question, est-il intéressant de s'expatrier ou pas? Moi, je pense que oui, de plus en plus. Voilà, pour te dire. C'est vrai que le Portugal reste une destination aujourd'hui pour des projets d'autonomie qui me semblent fiables, mais clairement. Qui en plus, pour les retours que j'ai eus de personnes qui se sont déjà installées et qui ont déjà commencé des projets, puisque j'ai même fait, si tu veux, j'ai même aidé des projets d'installation sur du design, mise en place de design sur des projets au Portugal. Et pour les retours que j'ai maintenant, plus de 2 ans, personnes qui y sont et qui y vivent et qui sont en autonomie là-bas, c'est un pays où l'état d'esprit de l'autonomie est très bien accueilli, puisqu'il est enfin, si tu veux, c'est déjà institutionnalisé là-bas. C'est quelque chose qui produire ses légumes, avoir une basse-cour, avoir ses animaux, reprendre une ferme, c'est quelque chose qui est normal, logique, tu comprends, dans le sens des choses. Faire ses conserves, tu comprends ce que je veux dire, voilà. Tout ce qui nous anime autour de cette thématique-là, au Portugal, c'est quelque chose qui a toujours été fait, qui est normal. Tu ne vas pas te regarder de travers si tu es en train de tricoter tes pulls, tu comprends un petit peu. C'est pas forcément le cas ailleurs. Mais là, pour le coup, c'est le cas. Et effectivement, tu as d'autres pays comme la Roumanie, comme la Hongrie, comme la Tchécoslovaquie, enfin, la République tchèque précisément. Tu as des pays comme ça où aussi, c'est très bien vu. Après, on est sur autre chose en termes de variété. On est sur autre chose en termes d'accueil. C'est des pays, si on n'est pas... Enfin, faut y vivre un peu, tu vois. Les pays de l'Est, par rapport, comment te dire, à notre... comment t'expliquer ça, purée, comment t'expliquer ce truc-là? Par rapport à notre culture latine, là, enfin, moi, je m'y sens moins, tu vois. Enfin, c'est pas que je m'y sens moins, je sais pas comment expliquer ça.
tu sens que c'est pas une culture latine qui est là-bas. Voilà, c'est plus réservé, c'est pas pour autant que c'est moins bien. C'est juste que t'as un peu plus mal du pays, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, faut être un petit peu, enfin, faut bien avoir compris la mentalité des pays de l'Est et pas, j'ai envie de te dire, et pas être, je sais même pas comment expliquer ça, mais ça peut à la longue être un peu pesant. C'est très très bien, mais c'est vrai que c'est des pays où généralement bon, il ne fait pas forcément super chaud. Et avec des coutumes et j'ai envie de te dire une culture qui, si t'es pas habitué, c'est complexe. C'est hyper important la culture. Enfin, tu vois, même si toi tu arrives à peu que tu te dis maintenant, mais je prends une maison, voilà, je vais remettre tout ce que j'ai en France là-bas. Et là, je parle surtout en plus des pays, tu vois, très exotiques, tu vois, comme l'Asie du Sud-Est par exemple, ou le Japon. C'est vrai que le maître du pays peut venir plus facilement, tu vois, plus facilement, parce que là, tu n'as plus de repères du tout. Et rien que la Roumanie, toi, ça paraît être très, très proche de la France. Mine de rien, pas comment te dire ça, mais c'est un super pays, les gens, ils sont géniaux. Tu vois, déjà, les coutumes sont un petit peu différentes, et c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu le mal du pays. C'est à ça que je fais allusion. Et surtout, tu vois, au niveau, encore, tu peux t'y retrouver au niveau alimentaire. Bon, quand on vient en France, t'es content de bouffer français. C'est con, hein, mais je te jure. Partout où j'ai été, t'es super content de manger local. Et moi, chaque fois, je bouffe local. Hein. Je cherche même pas. Mais clairement, genre, si l'habitude culinaire, c'est de bouffer des verres, moi, je boufferai des verres. Tu vois, je vais pas la jouer précieuse sur ce coup-là, tu vois. Mais c'est vrai, et pour la majorité, j'y allais au minimum 1 mois et 3 semaines, 1 mois à chaque pays, tu vois. C'est des voyages de longue durée. Hein. Enfin, si on part du principe qu'un mois, c'est une longue durée. C'est vrai qu'au bout d'un mois, la cuisine locale, peut-être qu'il faut passer, tu vois, il faut passer le trimestre, tu vois. Au bout de 3 mois, je pense qu'après, ça doit passer, mais encore. Quand tu reviens en France, t'es content de venir en France, quoi. Mais parce que tu comprends, il y a des habitudes qui te manquent. Les habitudes, c'est un truc chiant, en fait. Hein. Je te jure, c'est un truc qui est chiant. Mais mine de rien, voilà. Que dans des pays, tu vois, qui sont assez proches de la France, comme le Canada, enfin les pays francophones, tu vois, en définitive, voilà. Au niveau culinaire, ça va être assez proche aussi. Au niveau culture, ça va plus ou moins, ouais, quand même, ça va se rapprocher malgré tout, tu vois. Alors, ça reste quelque part facile. Dans les pays, tu vois, je parle de l'Asie, tu vois, pour donner juste ça. C'est super génial au début quand tu arrives parce que c'est vachement exotique. Tu te dis, wow. À voir à la longue comment ça passe, tu vois. C'est surtout ça. L'Amérique du Sud, c'est très particulier. Hein, c'est très particulier. Moi, j'adore, hein, fondamentalement. Si j'avais un coin dans le monde où je dois aller, enfin voilà, tu vois, je vais finir là-dessus. C'est-à-dire, quelle serait ma destination si j'allais quelque part dans le monde? Si c'est l'Europe, pour moi, c'est le Portugal. Voilà, je te donne l'info, clairement. Après avoir analysé pas mal de pays dans l'Europe, avoir regardé, machin, la Roumanie, j'aime bien. Mais vraiment, je trouve que c'est... Et surtout, j'avais fait les Carpates, tu vois, j'avais adoré. Mais franchement, tu as des étendues de forêt, enfin, t'as pas idée, c'est un truc de malade mental, quoi. Mais tu as des étendues de forêt, t'as personne. Enfin, si tu kiffes la cabane en fond des bois, putain, mais la Transylvanie, mais t'oublies, quoi. C'est un truc de malade mental. Et là, pareil, on va pas te chercher, enfin, tu foutrais une cabane dans les bois. Enfin, j'ai bien compris que, ouais, voilà, quoi, tu vois. Après, au niveau santé, t'as pas intérêt à avoir une emmerde, hein, parce que là, je vais te dire, là, c'est un peu chaud. Le Portugal, je sais pas, au niveau santé, qu'est-ce que ça donne. Je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit. Après, sa capitale, oui, tu as les hôpitaux, tout ce qu'il y a, mais après, tu vois, je te dis, dans les Carpates, c'était à 36 vanilles, tu vois. T'as pas beaucoup de bagnoles, hein. Ils se baladent beaucoup avec des charrettes et puis leurs chevaux, et c'est génial. Enfin, tu vois, moi, ça résonne. Pour moi, c'est des trucs, voilà, les gars, ils ont des fermes, machin, ils n'ont pas de tracteur, ils font ça encore. Enfin, tu comprends un peu, c'est vraiment très, très traditionnel. Et c'est ce que je recherchais, donc j'ai vraiment apprécié ça. Après, c'est les Carpates, enfin, tu vois, bon, on t'attend pas voir Dracula, ça c'est de la connerie. Hein. Mais mine de rien, toi, l'atmosphère hein, qui est quand même là, en plein hiver, moi j'étais quand même, c'était quand? Je crois que c'était en début du printemps. Je disais quand même en plein hiver. Tu sens les journées passées. L'Amérique du Sud, voilà, tu vois, voilà. Le Portugal, éventuellement la Roumanie. Faudrait que j'y vive au moins un hiver pour voir, tu vois. Mais et l'Amérique du Sud, clairement, quoi. Mais clairement, enfin là, sans souci, quoi, sans souci.
sans souci. Mais ouais, le Chili, l'Argentine, le Pérou, pourquoi pas la Bolivie, ouais. Là où je me suis senti un peu en flip, c'est la Colombie. Je ne suis pas resté très longtemps. Mais voilà, toi, dans tous les voyages que j'ai fait, si l'endroit où j'ai flippé le plus, et encore, il n'y avait peut-être pas raison, mais là où j'ai senti que ça pouvait être chaud pour mon cul, c'était la Colombie. Ouais, là, clairement, et Bogota, parce que j'étais à Bogota. Là, ouais, si tu veux, enfin, là, il a fallu que je reste un peu plus longtemps en même temps. Il a fallu que je reste un peu plus longtemps, mais c'est bien là où j'ai senti que fallait que je garde derrière moi, tu vois. Est-ce que c'était légitime ou pas, j'en sais rien, tu vois. Il a fallu que j'approfondisse le bazar. Mais c'était bien la seule fois où je me disais, wow. Et les gars, ils te le faisaient comprendre. Enfin, alors, tu sais, c'est d'attitude, c'est toujours pareil. Hein, c'est question d'attitude, là, j'ai un peu. Mais encore à voir. À voir. Mais clairement, ouais, l'Amérique du Sud. Mais sans. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est le côté exotique. Alors, c'est vrai, j'ai jamais été en Asie, donc à voir. Un jour, je vais en Asie, ça se trouve, je te dirais, non, en fait, c'est l'Asie, c'est trop génial. Mais c'est très latin aussi. Enfin, tu vois, ça se rapproche pas mal de notre culture latine, ça se rapproche pas mal de pas mal de choses comme ça, tu comprends. Où les gens sont très ouverts, sont très aussi, tu vois, très sûrs dans ce qu'ils font. Voilà, c'est je t'aime ou je t'aime pas, et si je t'aime pas, je vais te le dire. Et moi, j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien, voilà, les trucs un peu carrés comme ça, et c'est très là-dedans, tu vois. Et c'est des gens qui sont très patriotes aussi, tu vois, c'est important pour eux, le pays. Enfin, il y a une grande solidarité, tu sens que, comment te dire, comment t'expliquer ça, ouais, je te dis, la solidarité et la politique du pays est quand même assez proche de ce que nous on connaît, tu vois, voilà, c'est assez de gauche, c'est assez démocratique, quoi qu'il en soit, en connaissant le passé du pays et l'emprise toujours des États-Unis qui est présente, hein, clairement. Ce qui fait les tensions, d'ailleurs, entre ceux qui sont pro-Pinochet et ceux qui n'y sont pas, même si beaucoup ne sont pas enfin voilà, qui n'ont pas été d'accord avec la politique des Pinochet. Mine de rien, il y a encore des gens dans le pays qui sont, voilà, qui regrettent cette époque-là. Hein. C'était la grande époque de Pinochet. Même si beaucoup étaient plus, je te fais de la politique là-dedans, hein, mais même si tu as beaucoup de partisans de Salvador Allende, qui a fait une empreinte énorme dans le pays, tu le ressens, hein, que c'est vraiment, tu vois, au niveau socialiste, c'est un pays pour moi qui... Tu vois, voilà, si on doit se dire quelle est la représentation du socialisme, pour moi, le Chili est quand même là-dedans. Enfin, j'ai plus ressenti le socialisme au Chili qu'en France, pour te dire. Où là, tu sens que, enfin, surtout la fête nationale, je ne sais plus quand c'est, au mois d'août, j'y étais pendant cette période-là. C'était la fête, celle du Chili. Ouais, je crois que c'est ça, c'était juillet-août, je ne sais plus exactement. Ça ne me revient plus. Enfin, tu sens la ferveur patriotique qui est quand même vachement présente. Et ouais, mais vraiment, c'est vraiment bien pour ça. Enfin, tu sens que c'est un pays qui serait prêt à faire ce qu'on fait avec les gilets jaunes, tu vois. Voilà. Pour donner un exemple. Sauf que à place de voir 10 pèlerins qui se battent qu'un gilet jaune, là, tu as le pays entier, tu vois. Enfin, tu sens que voilà, s'il y a quelque chose à se lancer, ils n'hésiteront pas à prendre les armes. Tu sens l'emprise un peu de Che Guevara là-dedans, tu vois. Enfin, moi, il y a tout ce côté-là que j'apprécie en Amérique du Sud, c'est toute cette histoire. Enfin, bon, bref, je peux en parler des heures et des heures. De tout ça, c'est tous les pays que j'ai pas voyagé beaucoup dans le monde, hein. J'en ai fait un petit peu, et je trouve que c'est important, tu vois, de voyager, d'aller un peu à la rencontre des autres peuples, des autres cultures, de voir si c'est facile ou pas. Il y a des pays, ça paraîtra plus facile que d'autres, et il y a des cultures qui sont plus faciles que d'autres. Après, je t'ai envie de te dire, ça dépend des tempéraments, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, la culture germanique, c'est pas que j'ai du mal, mais je ne m'y retrouve pas trop, là-dedans. Je me retrouve plus dans la culture latine. Mais après, voilà, tu vois, j'ai envie de te dire, ça dépend tellement d'un individu à l'autre. Encore une fois, tu vois, voilà, c'est dans le même principe de quel est le meilleur endroit en France. Enfin, ça dépend des critères qu'on veut choisir. Là, c'est la même chose. Moi, il me faut un pays où les gens en face de moi aient quand même du répondant. Et voilà, si c'est pour avoir des murs de pierre, moi, ça me saoule vite. Mais après, voilà, un autre, au contraire, ils diront non, je préfère les gens qui, voilà, j'aime avoir du recul avec les autres, voilà, qui délimitent et machin. Ouais, effectivement. Où il y en a qui aiment bien avoir une position sociale très très établie, tu vois, bon voilà, c'est plutôt les pays asiatiques où tu as vraiment des positionnements comme ça, sociaux, qui sont très très marqués. Enfin bref, chaque pays a sa culture, a son principe. J'ai pas visité l'Afrique par exemple, tu vois, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien, parce que, alors je te dis même pas qu'est-ce que j'aimerais faire en Afrique, parce que il y en a qui vont me dire, laisse tomber, mais
Mais clairement, oui, j'aimerais bien aller dans les dernières forêts primaires, pour celles qui restent encore. Voilà, aller les voir avant qu'elles disparaissent complètement. Voilà, ça, c'est un truc qui me plairait vraiment. D'aller un peu là-dedans, voir. Je te dis pas. Faire des reportages, j'en sais rien, essayer de faire en sorte que ces forêts-là puissent être maintenues, que le gorille puisse rester à l'état sauvage encore, que le chimpanzé, enfin que les grands singes puissent encore se débrouiller dans ces pays-là, tu vois, sans qu'on cherche à les exterminer jusqu'au dernier. Enfin, après, je rentre dans mes principes de machin, là, mais enfin bon, c'est ce qui me chagrine le plus, tu vois, clairement. C'est de voir qu'on s'en fout de la nature, on s'en fout de la nature. C'est un truc qui me rend malade, hein, clairement. De voir qu'on est en train de découper la branche à laquelle on est assis et qu'on s'y met même à plusieurs, histoire que ça aille plus vite, tu vois. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça donne un aperçu sur l'ensemble de ces pays, de ce qui est faisable. Puis j'en ferai certainement d'autres autour de ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Voilà, tu as plein d'infos. Je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à très très bientôt. Comme d'habitude, là pour le coup, ta liberté t'appartient, mais c'est des pays où à mon avis la liberté, faut repasser. Mais voilà, je te dis à bientôt, ciao ciao.